mettre l'économie russe à genoux. C'était l'objectif des Occidentaux depuis le début de la guerre. Sauf que rien ne semble vraiment capable d'y parvenir. En l'état, l'économie russe ne se porte pas si mal, même très bien, disent certains autres observateurs. Pourtant, il y a des indicateurs qui nous montrent que non, tout ne va pas bien. Exemple, le bénéfice du plus grand producteur d'aluminium de Russie s'est effondré de 600%. Rendez-vous compte, 600%. Rusal, c'est son nom, a signalé une baisse du bénéfice net de plus de 6 fois durant l'année 2023. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que c'est grâce aux sanctions, Aline Lebay-Crémer? Ah oui, c'est complètement grâce aux sanctions qui font qu'à un moment donné, tout est plus cher à produire. Il y a l'inflation, il y a comment on récupère certains éléments de toute la chaîne de fabrication. Donc oui, ça c'est vraiment la question de la sanction. Je voulais rappeler quand même que ce groupe n'est pas sous sanction, mais l'oligarque qui dirige l'est, en revanche. Il s'appelle Oleg Deripaska. Pourtant, ce sont bien les bénéfices de la société qui se sont effondrés. Oleg Deripaska. Oui, mais c'est là où on voit très exactement le jeu des oligarques, la place des oligarques et pourquoi, in fine, il y a des avoirs gelés, il y a des débats sur comment on les saisit, etc. Donc, il est intéressant parce qu'il concerne, ce cas-là est intéressant aussi parce qu'il concerne tout de même la France. À noter que cette société a eu comme président du conseil d'administration un ancien député français qui s'appelle Jean-Pierre Thomas, qui était un proche de Nicolas Sarkozy. Il a dirigé cette société Rusal de 2018 à 2019. Il y a eu d'autres Français qui gravitent autour. Il y a eu beaucoup de deals sur ces nominations-là qui sont rentrées dans le cadre d'exigences américaines parce qu'il y a eu quand même sur la levée de sanctions du groupe. Le groupe a été sous sanction. Les Américains veulent enlever, ils exigent des administrateurs indépendants. Bref, en tout cas, il y a une part de la France dans ce qu'a été ce groupe qui est quand même, je rappelle, le 3e plus gros groupe d'aluminium au monde. C'est des fortunes colossal. Et c'est vraiment aussi l'un des symboles des imbrications entre des réseaux politiques, entre des réseaux très cyniques, entre des réseaux de contournement aussi à un moment donné. Bref, voilà. Oui. Non, j'ai juste un petit contrepoint sur la dimension française de Oleg Deripaska. D'abord, c'est ce personnage, vous vous souvenez peut-être de cette vidéo légendaire, qui est humilié publiquement par le Premier ministre Poutine à l'époque, qui vient d'ordonner la réouverture d'une usine d'acier qui avait été fermée pour des raisons économiques. Poutine exige sa remise en service pour des raisons politiques et il contraint publiquement et sous l'œil des caméras Deripaska à venir signer un document préparé et à la fin il lui dit « rends ce stylo, il n'est pas à toi ». Bon. Et donc c'est une humiliation. Sur la dimension française, Deripaska est aussi quelqu'un qui est très connu à Paris pour les raisons évoquées par Aline, mais pour d'autres raisons. C'est un grand amateur d'art lyrique, c'est l'un des membres des conseils d'administration du Bolchoï et il fut un temps où il louait à prix d'or le théâtre lyrique de Versailles pour y tenir des soirées absolument mémorables et il invitait le banc et l'arrière-banc du CAC 40 français et d'une partie des élites politiques. Il y a une propriété à Saint-Tropez qui a été saisie et qui fait partie aussi de ces fameux bien gelés. Il est aussi connu pour avoir... Et alors, il a eu son petit moment de gloire en Occident où il est passé pour l'oligarque qui avait dit non à Vladimir Poutine, ce qui était une arnaque absolue. Parce que quand on est... Pardon ? C'était une mise en scène à l'époque ? Évidemment que c'était une mise en scène de toute façon. Il avait appelé. Alors on lui a fait. On a retenu qu'il aurait dit non à Poutine. Et quand on regarde avec précision les propos et là où il voulait en venir, il a appelé à ce que cesse le capitalisme d'État. Mais en réalité, il n'était absolument pas finalement fer de lance d'une lutte d'ailleurs qui n'a jamais vraiment existé en Russie pour dire arrêtez de massacrer les Ukrainiens. C'est pas exactement ça dont il parlait. Il était surtout très inquiet pour son compte en banque, pour les sanctions. Et preuve qu'il avait raison. Pardon ? Preuve qu'il avait raison de l'être, puisque effectivement maintenant ça marche pas fort. Oui.
mais c'est très bien parce qu'il est vraiment le symbole aussi de toutes ces mafias et de tout ce système. Il est au cœur de ça. Donc en fait, il a eu l'aura, ça n'a pas duré longtemps, heureusement, mais de l'oligarque qui s'est dressé contre Poutine, ce qui n'a en réalité jamais vraiment existé. Il a essayé de contourner plusieurs fois les sanctions dans l'histoire depuis 2018 notamment. Il a essayé, et ça c'est pas inintéressant, de faire obtenir à ses deux enfants des passeports, des nationalités américaines. Il avait des complicités. Il possède encore une usine en Amérique, c'est tout à fait légal. Et en plus, il y a quelques années, quand la Russie et les États-Unis essayaient de se rapprocher, M. Deripaska a invité le sénateur John McCain sur son yacht au large de la côte du Monténégro pour l'anniversaire de John McCain. Donc il était très bien vu aux États-Unis. À l'époque, il était un producteur d'aluminium, non pas comme les autres, presque le plus gros producteur d'aluminium du monde, et à telle enseigne qu'il a encore des usines qui sont sur la côte ouest des États-Unis. Et pour finir, il a quand même à parcourir aussi ces corruptions, c'est des histoires d'escorte, de blanchiment d'argent, d'île Caïman. Oui. Enfin voilà, on est vraiment dans quelque chose. Mais si on va au-delà de cet homme, il y a aussi la question de cette entreprise, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est sa représentation ou non de l'économie russe. Est-ce que l'économie russe, en effet, derrière de très beaux chiffres affichés par Vladimir Poutine, j'allais dire tous les 4 matins ou quasiment, est-ce qu'effectivement l'économie russe est en danger? Autre exemple quand même qu'on vous donne, la plus grande compagnie aérienne de fret en Russie a commencé à liquider les avions de sa flotte justement parce qu'il n'y a plus assez d'activité. Est-ce que ça veut dire, Aurélien Duchesne, que déjà les oligarques sont appelés à tous s'appauvrir et que ça peut potentiellement faire un petit problème dans la sphère de Poutine? Deuxièmement, qu'effectivement l'économie russe, à force de sanctions, enfin commence à être impactée. On voit ce que d'aucuns disaient déjà il y a 2 ans, parce que beaucoup partaient sur des déclarations comme celle de Bruno Le Maire qui disait on va mettre l'économie russe à genoux. Le fait que ça ne soit pas le cas dans la semaine qui suivait, tout le monde a dit c'est bien la preuve que les sanctions ne marchent pas, on ne fait qu'appauvrir les entreprises françaises et la Russie résistera à tout. Non, le secteur aérien par exemple est très significatif parce que les sanctions par exemple technologiques commencent sérieusement à handicaper le secteur au point que les Russes ne font que 2 choix, soit de complètement couler par exemple des fleurons nationaux comme Aeroflot, soit définitivement se mettre sous la main de la Chine. Les Chinois seront les derniers à leur apporter la coopération nécessaire à la survie de leur flotte aérienne. Dans d'autres secteurs, vous citiez l'aluminium, on a d'autres, des secteurs civils. Le secteur automobile, par exemple, c'est totalement mis là encore dans la main de la Chine pour survivre en Russie, à moins qu'ils veulent tous rouler en Lada, je ne le crois pas. Et surtout, quand on regarde l'aspect macroéconomique, effectivement, la Russie fait clairement mieux que ce que toutes les analyses avaient pu prédire. La Russie, par exemple, aura, sur l'année 2023, un taux de croissance du PIB qui aurait été le double de ce qu'estimait le FMI. Le FMI estime certes que, sur le moyen terme, c'est-à-dire horizon 2026-2027, le PIB sera inférieur de 7 points à ce qu'il aurait été s'il n'y avait pas eu la guerre. La réalité est que la Russie peut tenir longtemps à ce rythme, s'agissant de ses dépenses militaires, parce que c'est des dépenses qui sont, je ne vais pas entrer dans le détail, mais à haute intensité capitalistique. Ce sont des investissements, en gros, 1 rouble investi dans la machine de guerre russe, dans des géants comme Ural Vagonzavod, le premier producteur de chars au monde, rapporte 2 roubles, voire 3 roubles au bout de 5 à 10 ans. La réalité est que tous les secteurs économiques civils vont s'effondrer les uns après les autres, comme à l'époque de Brejnev. Mais les secteurs de la défense peuvent se porter encore des années et des années comme ça. Vous savez qui dit l'inverse de ce que vous venez de dire? C'est-à-dire qu'en fait, fatalement, ça va commencer à décroître? C'est Vladimir Poutine, écoutez. Au cours des 2 dernières années difficiles, notre complexe industriel de défense n'a pas été le seul à résister et à se montrer digne. L'économie dans son ensemble a fait preuve de résilience, a résisté à des pressions extérieures sans précédent et continue de croître avec confiance. Ils ont prédit une récession, un échec, un effondrement, que sous la pression des sanctions, nous reculerions, capitulerons et nous effondrerions. Je voudrais ici leur adresser un célèbre geste. Je ne le ferai pas. Ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas. Manifestement, si, au moins un peu. Est-ce qu'on pourrait envisager, Aline Lebecq-Reimer, qu'on aille plus loin dans les sanctions parce qu'on voit que ça commence à marcher et que c'est bon, maintenant il faut commencer à y aller fortement pour vraiment mettre
le genou à terre. Absolument, c'est maintenant sur le renforcement des sanctions et peut-être appeler éventuellement, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises étrangères occidentales qui sont encore en train de faire de l'argent en ce moment en Russie, y compris des groupes français. Donc il serait temps quand même, maintenant que là, je crois que tout le monde est d'accord d'un point de vue politique en Union européenne, qu'on est le mot employé c'est adversaire, qui a été employé à adversaire, donc il serait peut-être temps aussi que certains ne s'embarquent pas dans des complicités. Tout de même, complicité très claire qui risque d'être établie très juridiquement de complicité dans une machine de guerre qui ménage. Par exemple, je voulais revenir sur Rusal et Oleg l'oligarque. Il a aussi comme corde à son arc d'être le fondateur d'une milice privée, l'équivalent de... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de milices type Wagner. Il y a eu un focus mondial sur Wagner, mais en réalité, il y en a une autre qui s'appelle Redoute. On va en parler dans quelques minutes d'ailleurs. Voilà, et qui s'appelle Redoute et qui est financée par ce même groupe. Donc en fait, quand on parle d'appareils industriels à contrecarrer, à sanctionner, et oui, il faut renforcer les sanctions parce que oui, ça va marcher sur le long terme. C'est de tout ça dont on parle, tant l'industrie et le militaire sont imbriqués au niveau de l'État. Vincent, il y a quand même cette question de l'oligarque avec un grand O, si je puis dire. Parce que effectivement, si ces hommes s'appauvrissent, peut-être qu'ils deviendront moins Poutine compatibles. Peut-être qu'ils vont devenir des soutiens un petit peu moins appuyés. D'autant d'ailleurs que j'apprends que c'était quand mercredi, jeudi, il y a, je crois, le vice-président de Lukoil qui est retrouvé mort, encore un oligarque qui disparaît. Au-delà du fait que ça commence à faire beaucoup, peut-être qu'il y a un souci avec l'oligarque dans son ensemble. Oui, à ceci près qu'on a tendance en Occident à exagérer le poids politique des oligarques. Les oligarques sont simplement des employés privilégiés qui doivent leur bonne fortune à leur loyauté, mais qui n'ont pas le pouvoir, ni d'ailleurs la volonté, d'infléchir une ligne politique. La preuve, puisqu'ils perdent la vie. Ils peuvent la perdre, effectivement, dans des circonstances parfois romanesques. Mais donc ce qu'il faut avoir à l'esprit, là encore, c'est que l'homme est un animal impatient et amnésique. Et que donc, on oublie, par exemple, que les sanctions qui ont marché sur le régime de l'apartheid en Afrique du Sud ont été le fruit d'un effort de longue haleine. Les sanctions, ça marche dans la longue durée. Bon. Et j'ajoute un autre élément qui pèse, même si on en parle moins, parce que là, on parle par le haut, les fortunés, les grandes sociétés, etc., c'est l'impact de cette crise sur, par exemple, des prix de denrées de base dont la Russie n'a pas la capacité à produire intégralement. Et donc, je veux dire, dans la durée, les sanctions pèsent, oui, pas autant qu'on l'avait imaginé, c'est vrai, pas aussi vite non plus. Mais il en va des sanctions comme de la fourniture d'armement à l'Ukraine. J'espère simplement qu'on ne s'y est pas mis sérieusement trop tard. Et il y a un coup de main des Ukrainiens quand ils ciblent les raffineries de pétrole. Absolument, c'est vrai. Et ça a effectivement bien mis la Russie, justement, comme on le disait, un genou à terre. Anne-Kratz. Oui, alors à propos de l'économie de la Russie sur le moyen terme et le long terme, justement, encore une fois, là, les analystes américains se penchent justement sur ce problème spécifique pour essayer d'estimer un peu quelle est la véritable menace que Poutine pourrait continuer à faire peser sur l'Europe et pourrait même agrandir cette menace sur l'Europe. Leur analyse à l'heure actuelle est que, au contraire, Poutine, disons une fois que la guerre en Ukraine sera terminée, on ne sait pas de quelle façon, mais se terminera bien un jour, les possibilités économiques, industrielles de la Russie ne lui permettraient pas au contraire de ce qu'on dit beaucoup en ce moment, d'envahir un autre pays et de gérer cet autre pays. Et même l'Ukraine, c'est ça le raisonnement des Américains, c'est que Poutine ne peut pas gagner complètement en Ukraine, il ne pourra jamais, parce qu'il n'aurait pas les moyens économiques et bureaucratiques et de gestion de soumettre l'Ukraine dans son sur l'invasion d'un autre pays. Aurélien Duchesne n'est pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord ? Si nous tournons une perche, justement, je dirais que le seul secteur où la Russie continue de surperformer, non seulement par rapport à elle-même, mais par rapport à toutes les analyses qu'on avait pu faire, c'est le domaine de l'armement. Le seul secteur où elle a d'immenses marges de manœuvre financière, que ce soit pour refinancer les dettes du complexe militaire ou industriel ou autre, c'est l'industrie de défense. Eh bien, le grand enjeu, c'est que certes, la Russie peut être, ce que disait Georges Sokolov, une puissance pauvre. On peut appauvrir la Russie à coup de sanctions à horizon de 10 ans et la contraindre à un effondrement économique. Mais justement, le fait que la Russie soit plus que jamais dépendante de l'industrie de défense, dont 10% de la population russe, 10% de la population russe dépend de cette industrie, ça confronte
la stratégie à long terme de confrontation avec l'Occident, et ça crédibilise aussi le risque d'une agression future, y compris contre l'OTAN. Oui, c'est pas du tout de l'analyse que font les Américains, mais bon, on peut être C'était la d'accord. mienne il y a 3 ans, Je vous signale que la dépendance des Américains sur l'industrie de l'armement est beaucoup plus considérable encore que celle des Russes. En tout cas, Il faut voir les chiffres. Évidemment. Bon, évidemment.